Bienvenue dans cette série de 3 vidéos, destinées à l'interprétation des maisons en astrologie. Donc les maisons dans le thème de naissance, les maisons dans les révolutions solaires. Nous allons commencer avec cette première partie, à voir les 4 premières maisons. Avant ça, je vous donne un peu les objectifs généraux de cette série, donc de 3 vidéos. Donc si je l'ai fait, c'est pour vous permettre d'avoir, pour vous qui vous intéressez à l'astrologie, des éléments, des clés de compréhension de ce qu'est une maison en astrologie, qu'est-ce qu'on appelle une maison, comment on trouve une maison. J'avais fait ma toute première vidéo sur l'interprétation du thème de naissance, où donc j'avais abordé un petit peu ce qu'étaient les maisons. Donc là, je vais rentrer un peu plus, même beaucoup plus dans le détail. L'idée, c'est que vous puissiez par vous-même regarder votre propre thème de naissance, voir le thème d'une autre personne, votre révolution solaire, donc repérer les maisons, et en fonction des planètes habitées, en vous appuyant aussi sur mes autres vidéos, que vous puissiez faire un début d'interprétation, que ce soit au niveau santé physique, au niveau de la personnalité, voire au niveau spirituel. Je vais vous donner des exemples de personnalités ayant donc les maisons que je vais traiter dans cette première vidéo, et donc vous montrer comment on peut interpréter le fait que telle ou telle planète ainsi que tel signe se trouve dans les maisons concernées. Et nous irons donc jusqu'à la maison 4 pour voir un petit peu ce qu'elle signifie et comment obtenir des informations intéressantes psycho-astrologiques sur soi à partir de l'interprétation des maisons. Alors, déjà, c'est quoi une maison astrologique et à quoi ça correspond? Donc, une maison, il y en a 12. En fait, 12 maisons comme 12 signes du zodiaque. La première maison, c'est l'ascendant. C'est la position de l'ascendant qui détermine la première maison. Ce qui veut dire qu'il faut connaître l'heure de naissance pour pouvoir calculer les maisons, les positionner. Sans l'heure de naissance, on n'a pas l'ascendant et on n'a pas donc les 12 maisons qui vont être positionnées. Chaque maison correspond à un signe astrologique et est gouvernée par une planète. Donc là, après, c'est mathématique, c'est-à-dire que la maison 1, c'est la maison du bélier. Quel que soit le signe qui s'y trouve, elle est reliée et elle porte les qualités, les caractéristiques du bélier. Sa planète dominante, c'est Mars. La maison 2 est gouvernée par le taureau, avec comme planète Vénus. La maison 3, les Gémeaux, Mercure, etc. jusqu'à la maison 12, Poisson, gouvernée par la planète Neptune. Comme vous le voyez, les maisons sont positionnées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'au lieu de monter, on pourrait penser que c'est comme ça qu'il faut prendre la roue zodiacale. En fait, on descend et donc on fait le tour de droite à gauche, donc dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Donc là, par exemple, vous voyez l'ascendant, donc la maison 1 se trouve en Lion, la maison 2 est habitée par la Vierge, etc., etc., jusqu'à la maison 12 qui se trouve, elle, en Cancer. Que nous dit les maisons et en quoi ça diffère ou en quoi c'est intéressant de comprendre aussi, de savoir comment interpréter les maisons astrologiques. Donc les particularités liées aux maisons, c'est qu'elles vont nous parler d'éléments relativement concrets qui sont proches de notre vie de tous les jours. Elles vont évoquer différents champs d'expérience, différents secteurs de la vie humaine, et donc voilà, nous parler de nos préoccupations journalières, formelles, et par rapport auxquelles on va être amené à travailler en fonction du signe et des planètes qui s'y trouvent. On peut avoir certaines de ces thématiques, de ces champs d'expérience qui sont en quelque sorte facilités selon les combinaisons planètes-signes qui vont s'y trouver, tout comme on peut avoir des blocages ou des points spécifiques à travailler. Donc ça va dépendre encore une fois du type de planète. Vous l'avez vu si vous avez regardé mes vidéos consacrées à Saturne. Parfois on a des rééquilibrages, des réajustements à apporter dans certains signes et donc dans la maison qui va correspondre. On peut aussi y déceler d'éventuels risques, je parle bien de risques, de problématiques de santé. C'est pas dit qu'il y aura forcément un problème de santé s'il y a une planète qui montre un blocage, mais voilà, ça peut être des éléments indicateurs et donc des points de vigilance à avoir. Et ces maisons peuvent aussi indiquer pour des personnes qui sont sur un chemin spirituel, là où on peut être un peu
ramener à ce qui est trop concret, à des préoccupations trop matérielles et donc ce sont des éléments qui peuvent aussi enfermer l'âme, l'évolution de la conscience parce qu'encore une fois, on va être focalisé dessus, au lieu, façon de parler, hein, d'être focalisé sur des objectifs, supérieurs. Donc ça, c'est comme on dit à chaque fois, hein, chaque chose en son temps. D'abord construction de la personnalité et ensuite, une fois que la personnalité est construite, et que voilà, l'individu est autonome et qu'il prend un chemin dit spirituel, à ce moment-là, les maisons devront être, si je puis dire, dépassées ou en tout cas, il y aura des défis là aussi, à relever. Commençons par la maison 1. Donc la maison 1, elle est gouvernée par le bélier. Dans l'exemple que je vous mets ici, celui donc le thème de naissance qui correspond à Loïc Perron, hein, peut-être que vous le connaissez, peut-être pas si vous n'êtes pas français ou en tout cas que cette personnalité ne vous parle pas. Donc Loïc Perron était un grand navigateur français qui a remporté de nombreuses courses et il fait face aussi à à de très fortes crises. Et donc là, dans son thème de naissance, donc vous voyez qu'il a l'ascendant en Scorpion, donc sa maison 1 est en Scorpion, et il a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 planètes dans la maison 1. Il a par exemple Mercure et Mars qui sont en Scorpion. Mais il a aussi son Soleil, Jupiter et la Lune en Sagittaire, également en maison 1. Donc là, comme vous le voyez, on peut avoir parfois un ou deux signes dans une même maison, comme on peut avoir aucune planète, voire, voire là, pour lui, il a quand même un sacré paquet de planètes en maison 1, donc il en a 4. Et donc, ça a fait de lui, mais je vais y revenir par la suite, donc avec le Sagittaire, un côté aventurier, et donc avec la maison 1, ce côté vraiment fonceur, aller de l'avant, un côté aussi très un peu prise de risque, compétition, puisque donc il a remporté de nombreuses victoires, un pionnier aussi dans certaines façons de faire par rapport à la navigation. Et avec le Scorpion, Mercure et Mars en Scorpion, bah, il a connu quand même des crises hein, au niveau des courses qu'il a vécues, qui ont fait qu'il a pu parfois frôler la mort. Il a dû être élitroyé notamment. Donc voilà, il y a aussi cette dimension un peu prise de risque et parfois avec la maison 1, ce côté un peu c'est pas qu'on va frôler la mort, pas forcément. Là, c'est parce qu'il y a aussi du Scorpion, mais il y a ce côté effectivement parfois être pas très loin d'un certain danger hein, à prendre. Donc revenons un peu plus précisément sur ce qu'est la maison 1. Sur le plan physique, si vous avez des planètes en maison 1, bah, vous serez particulièrement sollicité pour travailler au niveau du corps physique et de votre apparence. La tête et le cerveau sont les parties du corps qui sont gouvernées par la maison 1. Donc selon certains aspects, il pourrait y avoir, mais encore une fois, c'est pas une obligation, soit des soucis de migraine par exemple, de maux de tête, mais il pourrait y avoir aussi pour certaines personnes un intérêt intellectuel, notamment s'il y a des planètes telles que Mercure ou Vénus en maison 1, pour étudier le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement de la pensée. Donc voilà, on est sur la tête et le cerveau avec la maison 1. Et on est également sur la vitalité générale et sexuelle. Et donc des personnes qui ont des planètes en maison 1, notamment Mars, qui est donc le cas là de Loïc Perron, hein, la planète, elle est représentée ici. Donc la planète Mars se trouve chez elle, façon de parler, mais c'est la planète qui gouverne la maison 1. Et donc dans l'exemple que je vous donne ici, Mars étant en maison 1, on a quelqu'un qui est donc très martien, si on peut dire, c'est-à-dire avec vraiment une très forte énergie. Peut-être aussi, alors je ne connais pas bien ce personnage hein, de Loïc Perron, mais il me semble qu'il était aussi connu pour un caractère fort, voire parfois un peu coléreux. Donc il peut y avoir aussi une tendance à vite s'emporter avec Mars en maison 1. Bon, d'autant plus que là c'est en Scorpion. Et un côté parfois un peu extrême aussi, hein. Comme je le disais, prise de risque, on fonce, ça passe ou ça casse. Parfois ça casse, parfois ça passe. Mais avec le Scorpion, il y a aussi cette idée de repartir encore mieux une fois la crise traversée. Hein, on se sert de la crise
pour s'élever, pour devenir meilleur. Et donc avec la maison 1, il y a cette idée aussi d'être au démarrage des choses, au commencement. Donc c'est la maison des idées, des projets, du fait d'avoir voilà une activité personnelle, d'être au démarrage des choses, d'oser se lancer, d'être un pionnier dans la vie. Donc celui qui démarre de nouvelles choses, qui initie des projets, qui est assez indépendant, pour ne pas dire très indépendant dans son fonctionnement. Et il a d'ailleurs fait, Loïc Perron, beaucoup de courses en solitaire. Donc ce côté aussi un petit peu, moi tout seul, comme ça je mène les choses telles que je l'entends. Hein, quand on a un soleil et Mars en maison 1, on peut avoir ce côté effectivement à avoir besoin d'une grande liberté pour pouvoir mener sa barque comme on le veut. Après, ça dépendra aussi du signe, hein, c'est-à-dire que là, bon, Sagittaire, donc vraiment le côté aventurier, on va dire un peu, voilà, l'aventurier solitaire. Mais on peut avoir des signes tels que, je sais pas, la Balance, le Verseau en maison 1, qui fait que là, on ira quand même un petit peu plus vers les autres. On cherchera à avoir des projets plus de groupe, mais il y a toujours un peu cette ambivalence de qu'est-ce que je fais moi de mon côté, qu'est-ce que je fais avec les autres, jusqu'où j'accepte un certain niveau de coopération, et à quel moment je me dis bon ben là, j'ai quand même envie de faire des choses comme j'en ai envie moi. Et donc, éventuellement, je dis bye bye au groupe, aux autres, et je fais mon truc dans mon coin. Donc voilà, on est encore une fois sur le fait d'être dans une certaine intensité, une certaine énergie, dans le fait d'être dans les idées, les projets que l'on peut mener individuellement, autonomement, de façon autonome. Et il y a beaucoup d'enthousiasme, hein, il y a beaucoup d'énergie. Donc avec la maison 1, il y a ce côté très encore une fois dynamique, vivant, mais aussi impulsivité, impatience, colère. Ça peut être un risque qu'il y a quand on a des planètes fortes telles que Mars et le Soleil en maison 1. Sur le plan spirituel, on sort du plan personnel, des idées personnelles, de ce que je veux faire moi tel que j'ai envie de le faire, et on se questionne plus sur qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie, dans cette incarnation, c'est quoi mon plan d'incarnation, sachant que le plan d'incarnation, ce sera jamais un plan individuel, c'est-à-dire que comme c'est lié à l'âme et que l'âme est ensemble, qu'elle est service, il y a toujours une idée d'être et de faire pour l'ensemble. Donc le plan d'incarnation amène à sortir de l'égocentrisme un peu basique du premier niveau, hein, de la maison 1 du Bélier, pour vraiment s'élever sur la capacité à avoir des idées et à avoir une perception qui va bénéficier au plus grand nombre. Donc c'est celui qui va initier, pas uniquement pour lui, mais qui va être aussi à la base de grandes idées, de grandes théories, qui va ouvrir des chemins que d'autres vont suivre. Et donc il a un côté aussi un peu relayeur. Il permet d'ouvrir des voies pour d'autres qui vont encore une fois lui emboîter le pas, voire développer certaines idées qu'un porteur, enfin celui qui travaille avec la maison 1 peut avoir, mais qui vont rester un petit peu encore pas superficielles, mais voilà, au niveau de l'idée, et d'autres vont s'en emparer pour les concrétiser, les matérialiser. Peut-être voilà l'idée qui va devenir une invention ou un objet et qui va donc pouvoir circuler plus concrètement. Et puis la maison 1, le Bélier, c'est une puissante énergie de vie, et donc des personnes qui ont des planètes en maison 1, lorsqu'elles le vivent au niveau spirituel, vont elles aussi s'élever au-dessus de l'aspect un peu formel, inférieur, chaotique que peut avoir la maison 1, avec, comme je le disais, l'impatience, l'impulsivité, pour contacter et éventuellement devenir des porteurs d'une énergie de vie. Hein, c'est la vie de l'énergie du printemps, hein, le Bélier c'est un cycle de printemps, et donc quand on voit par exemple la nature, comment elle s'éveille au printemps, c'est pas chaotique, au contraire c'est ordonné, et on voit cette vie en fait qui circule dans les arbres, dans même les animaux, la nature, même nous on va se sentir plus vivant au printemps que pendant l'hiver. Et donc un porteur, celui qui travaille avec la maison 1, peut être aussi un porteur de vie, hein, quelque part, quelqu'un qui amène une énergie qui va venir briser peut-être des rigidités, là où c'est un peu trop
sclérosé, où ça n'avance plus, ça ne vit plus. Voilà, c'est quelqu'un qui va amener de la vie et qui va, si je puis dire, un peu secouer les choses pour que ça redevienne ou devienne vivant. C'est l'initiateur avec un grand I, hein, celui qui amène encore une fois des idées nouvelles, qui ouvre des portes qui n'étaient même pas vues, qui n'étaient même pas connues. Et voilà, il ouvre sur des possibilités complètement nouvelles. Et sur le plan physique, si c'était la tête au niveau du corps physique, là on a le centre coronal qui est donc gouverné par la maison 1 et le bélier. Donc voilà, si vous avez des planètes en maison 1, demandez-vous quel est votre rapport aux idées, à votre perception de ce que vous êtes venu faire ici dans cette vie en incarnation. Est-ce que c'est une question facile, pas facile? Comment vous gérez l'énergie de vie également? Voilà, ça c'est des grandes questions qui peuvent concerner les personnes qui ont des planètes en maison 1. Voyons à présent la maison 2 qui est gouvernée par le Taureau et la planète Vénus. Cette fois, je vais vous parler de Jean-Pierre Coff, qui était notamment, alors il a fait plein de choses, Jean-Pierre Coff. Il est connu entre autres pour avoir participé à de nombreuses émissions radio, télé, et à être dans la cuisine, un chef cuisinier. Et c'est donc quelqu'un qui a, comme vous le voyez, beaucoup de planètes. Lui aussi, il en a 4, mais en maison 2, puisque c'est la maison que l'on aborde à présent, et en bélier. Alors, voyons déjà un petit peu ce qu'est cette maison 2 gouvernée par le Taureau et Vénus. Sur le plan physique, sur le plan du corps, elle va gouverner le cou, le nez, la gorge et les oreilles. Donc toute cette partie souvent concernée par les rhumes, par voilà, la grippe et autres, c'est des parties qui sont souvent prises. Elle concerne également l'hygiène, le rapport à la propreté physique, surtout parce que la propreté des lieux, c'est le Taureau, c'est la maison 2, mais c'est aussi la Vierge, la maison 6, donc je reparlerai. Donc l'hygiène déjà physique. C'est une maison qui est aussi beaucoup reliée à la notion d'endurance, aussi bien l'endurance du corps physique, avoir un corps qui tienne dans la distance, qui tienne dans l'effort, qui supporte les efforts, que ce soit la concentration intellectuelle comme un effort physique dans la durée. Le bélier, c'est un peu celui qui va donner un grand effort, mais sur une période un peu courte, alors que le taureau, il peut voir plus loin, plus longtemps, et donc tenir sur des distances plus importantes. Et c'est une maison qui est aussi très reliée à la notion de sensualité. Et si vous prenez quelqu'un comme Jean-Pierre Coff, pour lui, la cuisine, la restauration, c'était vraiment une question de sens, de sensualité, de gourmandise, de plaisir, de plaisir des 5 sens. Il se trouve aussi que c'est quelqu'un qui a connu le manque dans son enfance, le manque de nourriture. Ça, on peut le voir aussi avec Saturne qui est donc en bélier en maison 2, où il y a des difficultés pour avoir suffisamment. Et ça, il ne l'a pas vécu que au niveau de la nourriture, des repas. Il a également vécu, il a vécu aussi des aspects un peu difficiles dans son enfance, puisqu'il a perdu son père relativement jeune, puis sa mère, il me semble aussi. Donc il a eu des pertes, en fait, c'est ça que je veux dire. Il a eu des pertes, et il en a eu aussi tout au long de sa vie, avec des faillites. C'est-à-dire qu'il a créé à plusieurs reprises, il a fondé des sociétés. On est bien sur l'énergie aussi du bélier, l'initiateur dont je parlais pour la maison 1, mais que du coup on retrouve ici avec son soleil, Vénus, Mercure en bélier. Avec la maison 2, c'est-à-dire que le bélier, c'est je commence des choses nouvelles et je pose des fondations, je pose des bases, mais Saturne vient faire qu'il peut avoir des crises, c'est-à-dire que ce qu'il a créé, ce qu'il a lancé à un moment donné, assez rapidement d'ailleurs, avec le bélier, ça ne dure pas bien longtemps, il peut y avoir, ça va pas être systématiquement pour tout, mais il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des faillites, il peut y avoir financièrement aussi des problématiques, c'est-à-dire on investit de l'argent dans un projet, on lance un projet, on pose les bases du projet,
Et puis, il y a des pertes d'argent. Alors parfois, ça peut être dû aussi à de l'escroquerie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, Jean-Pierre Coff, qui s'est fait avoir, alors je sais pas si c'est au moins à une reprise, mais je sais pas si c'était plus. C'est-à-dire qu'il a investi avec une autre personne et puis, cette personne, s'est révélée malhonnête. Et donc effectivement, la maison 2, elle va aussi beaucoup renvoyer à tout ce qui est lié à l'argent, aux finances et aux dépenses et donc aux investissements. Alors ça peut être une maison très profitable au niveau des gains financiers, mais ça peut être aussi une maison, donc surtout avec des planètes comme Saturne, où il peut y avoir des crises financières. On peut voilà, perdre son argent. Alors souvent, c'est à cause de choix, hein, c'est ce que je disais quand je parlais dans mes autres vidéos de Saturne. C'est des choix que l'on fait à un moment donné qui peuvent manquer d'un certain équilibre. C'est karmique, c'est aussi lié à de présentes incarnations, mais n'empêche que ça n'est jamais, on n'est pas la victime totale, passive. Bon voilà, on a fait un choix, c'était pas le bon, peut-être sur le coup on s'en est pas complètement rendu compte, peut-être qu'il y avait des indices mais qu'on n'a pas fait, on les a pas écoutés, ou peut-être que façon Bélier on a foncé trop vite. Et là je pense à Jean-Pierre Coff, hein, mais après je sais pas, hein, j'étais pas, voilà, je connais pas sa vie dans les détails, mais peut-être qu'il a pris des décisions trop vite, il a fait confiance trop facilement pour finalement en fait se faire avoir. Donc attention effectivement, selon les configurations en maison 2, à tout ce qui est encore une fois rapport à l'argent, investissement éventuel. Hein, la maison 2, le taureau gouverne l'or, et donc aussi tout ce qui est la question des ressources, des moyens, l'approvisionnement. Et donc elle peut aussi stimuler le désir d'avoir, de posséder, d'accumuler et de conserver. Elle renvoie la maison 2 à nos valeurs matérielles, à ce qui nous attire, un peu à ce qui brille, ce que l'on veut faire nôtre. Et du coup, elle peut effectivement nous posséder à avoir des objets, mais c'est pas forcément des objets, ça peut être aussi un objectif que l'on veut réaliser, ou une entreprise que l'on veut créer, une société que l'on veut monter. Ça peut être aussi lié à des personnes, hein, voilà, je veux, alors posséder c'est un bien grand mot et il faut éviter de l'employer avec les personnes, mais parfois il y en a qui approchent les autres en disant que peut-être ce serait bien que cette personne, elle soit sienne, quoi, quelque part. Donc il y a un petit côté aussi possessivité, voire tendance aussi à accumuler les conquêtes et dans la sensualité aussi, hein, la séduction, qui peut être aussi assez marquée selon les planètes que l'on a en maison 2. Et le signe aussi, évidemment. Alors après, on peut se dire qu'avec l'exemple là de Jean-Pierre Coff, c'est quelqu'un qui devait sûrement aimer beaucoup démarrer certaines choses, mais qui pouvait peut-être se lasser aussi assez vite. Et en fait, c'est quelqu'un, quand on regarde son parcours de vie, qui a beaucoup fait de choses, qui n'ont pas forcément duré bien longtemps, mais il était un peu, on va dire, par Mont et par Vaux, et il a eu une carrière très riche, très variée, voilà, avec des expériences même très différentes, hein. Il avait commencé par fonder une société de publicité avant même d'aller dans la restauration et d'ouvrir 2 restaurants. Donc l'un a fait faillite avec perte d'argent. Et après, il a aussi, donc comme je disais, participé à des émissions radio, télé, certaines qu'il a créées lui-même. Voilà, donc il y avait vraiment ce côté un petit peu à la fois créateur et puis d'accumuler un peu aussi les expériences en passant d'un domaine à un autre, parfois assez varié. Après, il y avait souvent la restauration, donc la cuisine qui était le fil conducteur, parce que le taureau et donc la maison 2, on garde quand même les pieds sur terre, donc on ne se lance pas non plus complètement dans des projets utopiques et juste simplement avec le bélier parfois un peu sur un coup de tête, mais il y a quand même un côté terrien, un côté ancré, qui fait que voilà, on peut avoir soit un fil conducteur, soit quelque chose qui fait que c'est pas non plus complètement incohérent. Donc il y a besoin aussi souvent de sécurité, de stabilité quand on a des planètes en maison 2, notamment un soleil. Alors ça peut se voir financièrement, comme ça peut se voir affectivement. Il y a une recherche de sécurité. Ça peut d'ailleurs parfois emprisonner
Alors pas trop quand c'est le signe du Bélier, puisqu'encore une fois, il y a le besoin d'être au démarrage de choses, d'être un peu un créateur, un initiateur de projet. Mais dans certains cas, il peut y avoir, selon les signes qui s'y trouvent, il peut y avoir besoin justement d'être dans l'accumulation, la conservation, la stabilité, la sécurité, de s'assurer qu'on ne va manquer de rien. Et donc on peut avoir tendance parfois à s'accrocher à certains acquis, à certaines situations qui ont pu être mises en place. C'est l'idée de d'avoir des fondations solides et qui ne sont pas forcément toujours au départ. C'est le cas de Jean-Pierre Coff qui a eu une enfance difficile. Et donc après, il y a peut-être la recherche aussi de recréer des fondations plus solides. Au niveau spirituel, on va passer des valeurs dites matérielles aux valeurs spirituelles. C'est-à-dire qu'au départ, les valeurs matérielles, c'est les objets, c'est ce qui attire, c'est vraiment les désirs assez, c'est les désirs égocentriques. Qu'est-ce que je veux pour moi? Et je vais me donner les moyens d'obtenir. Donc la maison 2 fait travailler la capacité à développer son autonomie, à développer sa force intérieure pour obtenir ce qui est désiré. Mais ça peut être une course effrénée. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir des crises aussi qui vont frapper pour montrer que tout ça, c'est peut-être pas non plus une finalité en soi, qu'il peut y avoir des désirs supérieurs, des aspirations plus subtiles, moins égocentriques, et qui peuvent, elles, apporter une stabilité, une vraie stabilité par rapport à la recherche de biens extérieurs qui, elle, en fait, n'apportera jamais une stabilité, si je puis dire, vraiment acquise, alors j'allais dire éternelle, c'est pas le mot, mais voilà, réelle en fait. Donc c'est une maison aussi qui fait travailler la lucidité, le discernement, qui amène à voir au-delà des formes, au-delà des apparences, au-delà du matériel, et à redéterminer les priorités, à réévaluer ce que l'on juge important et dans quoi on va mettre son énergie, son endurance. Et donc, elle va permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité, et de voir au-delà des apparences, et donc de ne plus de ne plus être l'esclave des objets, des formes, du désir, tout simplement, pour un peu transcender, si je puis dire, tout cela, et percevoir en fait des vérités supérieures, spirituelles. Et donc à ce moment-là, ça devient la maison des personnes qui ne cherchent pas uniquement à avoir pour elles-mêmes, mais qui peuvent être développées, alors petit à petit, vraiment une énergie de don, une énergie aussi où en fait, à la limite, pour elles, c'est plus très important qu'elles aient des objets, qu'elles possèdent ceci ou cela. Elles vont avant tout chercher à apporter aux autres des moyens, alors pour ces personnes, pour les autres, pour la société, de poser aussi des bases solides pour pouvoir ensuite avancer, évoluer. Donc c'est la maison aussi des personnes qui cherchent à donner aux autres les moyens de progresser, d'améliorer leur quotidien, de bien vivre, etc. Donc à la base, même sur le plan personnel, il peut y avoir une vraie générosité chez le taureau. Mais n'empêche que si sa propre sécurité est menacée, ça va être très compliqué pour lui de continuer à chercher à donner et à offrir. Il va se recentrer sur lui et se protéger avant tout lui ou sa famille, se replier déjà un petit peu sur ses intérêts personnels. Et donc sa générosité, elle n'est pas encore vraiment poussée, parce qu'encore une fois, il se fera toujours passer en premier. Ce n'est qu'au niveau spirituel où en fait, de toute façon, il a découvert la réalité, à savoir qu'il est tout à fait en capacité de ne manquer de rien, d'avoir suffisamment, et qu'à partir de là, effectivement, il peut donner sans compter, sans aller forcément jusqu'au sacrifice. Il va pas tout donner et se démunir de tout, mais il sait que même si il devait tout donner, lui, il pourrait à nouveau acquérir et même acquérir mieux. Donc voilà pour la maison 2, la maison des valeurs matérielles, puis des valeurs spirituelles, la maison des intérêts personnels, puis des intérêts pour l'ensemble, la maison de la sécurité basée sur les objets extérieurs, puis de la sécurité intérieure et de la intériorisée, puis de la sécurité qui peut être offerte aux autres, accompagner des personnes à développer leur propre sécurité. Et puis la maison aussi où on va rechercher un certain pouvoir personnel au départ,
et une fois qu'on en a on n'en veut plus de ces pouvoirs, c'est là où on peut tendre à avoir des pouvoirs dits, spirituels, notamment la capacité à percevoir la vérité, la réalité, à avoir l'œil, illuminé et de pouvoir voir la beauté et la lumière qui est cachée dans chaque être et dans chaque chose. Donc voilà pour la maison 2, le Taureau, Vénus. Continuons avec la maison 3, Mercure et le Gémeaux. Donc la maison 3, gouvernée par les Gémeaux, et la planète Mercure, ce qui en fait une planète, si je puis dire, d'intellectuel, c'est-à-dire une planète qui va favoriser les apprentissages, la formation. Donc là, j'ai pris l'exemple de Louis Pasteur, donc connu mondialement pour le vaccin contre la rage, mais pas que. Donc il avait 5 planètes en maison 3, dans la maison des Gémeaux, en Capricorne. Donc il s'agissait de, alors que je ne dise pas de bêtises, oui, Mercure, le Soleil, Neptune, Vénus, Uranus et Mars en Capricorne en maison 3. Donc le Capricorne, signe de maîtrise, et donc la maison 3 qui a fait de lui quelqu'un qui s'est tourné vers les apprentissages, vers les formations, donc puisqu'il est allé relativement loin, hein, c'était un scientifique, un chimiste et un physicien. Il a également enseigné, il était professeur et il a fait donc beaucoup de travaux de recherche. Avant le vaccin anti-rabique, il a été à la base aussi du vaccin contre la maladie du charbon. Il était déjà très connu en France, hein, avant d'être à la base du vaccin contre la rage. C'est à travers le vaccin contre la rage qu'il a été connu mondialement. Mais donc c'était déjà quelqu'un qui, comme le montre le Capricorne, avait atteint un niveau d'expertise, de maîtrise relativement jeune. Alors évidemment à travers aussi des échecs, des difficultés, beaucoup d'efforts, de continuité, mais c'était quelqu'un qui était, si je puis dire, hein, prédestiné à une certaine réussite qui passait par les apprentissages, par la formation, par l'enseignement et par la thématique des relations, qui est donc une des grandes thématiques du Gémeaux et que l'on retrouve dans la maison 3. Hein, donc le fait de former, d'enseigner, de communiquer, mais aussi le fait de faire du lien entre la recherche et le monde de l'entreprise ou de l'industrie. Donc Pasteur était quelqu'un qui allait sur le terrain et quelqu'un qui rencontrait alors ça peut être des agriculteurs, ça peut être, alors il a beaucoup travaillé sur la fermentation, donc il était aussi très proche de ce milieu-là, et donc voilà, de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de comprendre aussi comment fonctionner et les difficultés auxquelles il pouvait être confronté pour qu'après ça nourrisse aussi ses propres travaux de recherche. Et donc la maison 3, si je reprends depuis le début, sur le plan physique, le plan de la santé, elle va gouverner les poumons, l'oxygénation du sang, tout ce qui est double dans le corps, par exemple comme les 2 bras, les 2 mains, les 2 yeux, etc. Et également la glande du thymus. La glande du thymus est gouvernée par le Gémeaux et la maison 3. Sur le plan personnel, donc de la personnalité, elle va renvoyer à des notions, comme je disais, de relation avant tout et de lien. Et elle va évoquer aussi les déplacements, les mouvements, les voyages. Alors plutôt quand on dit sur une courte distance, ça peut être à l'intérieur de son propre pays, alors que si on prend, on verra ça, la maison 9 et le Sagittaire, là on peut avoir les voyages et les déplacements internationaux. Et c'est donc une maison qui va stimuler la curiosité, l'ouverture d'esprit, et c'est vraiment une ouverture d'esprit large, c'est-à-dire c'est avec Mercure, hein, c'est au-delà du jugement, au-delà de la notion de ça c'est correct, ça l'est pas. C'est voilà, c'est la curiosité, le désir d'apprendre, de connaître, d'expérimenter, de tester. Donc on est beaucoup là-dedans, si on a des planètes en maison 3 et notamment si on a Mercure et Vénus en maison 3. Et on peut être aussi beaucoup dans le fait de chercher à acquérir des informations et à les faire circuler. Hein. Donc je vais chercher une information, puis après je vais la transmettre à d'autres personnes que cela peut intéresser ou pas, mais en tout cas j'ai envie d'en parler, donc je vais en parler. Donc voilà, tout ce qui est apprentissage, formation, développement des connaissances, donc le monde aussi de l'enseignement,
hein, notamment l'enseignement intellectuel vraiment universitaire poussé, c'est gouverné par la maison 3, par le Gémeaux. La communication aussi écrite, hein, il peut y avoir, ça peut être la maison des écrivains, voilà, tout type d'écrivains, hein, que ce soit les romanciers, que ce soit dans le théâtre, que ce soit même pour les journalistes, etc. Donc ce côté communication, expression orale et ou écrite. Et puis donc la maison effectivement qui amène la circulation parce qu'elle permet les connexions, elle permet de relier. J'ai pris en photo un exemple des routes. Bon, c'est peut-être pas une très belle photo, mais c'est pour montrer aussi, pour moi, tout ce qui a trait aux routes, c'est très Gémeaux parce qu'une route, c'est quand même ce qui permet d'aller d'un point A à un point B. Bon, évidemment, il faut un véhicule, hein, mais sans la route, c'est un peu la base quand même. Si le chemin n'est pas présent, ça va être compliqué de se rendre d'un endroit à un autre. Donc la route, c'est ce qui permet effectivement déjà, en tout premier lieu, de relier, de faire circuler. Même par exemple, si vous prenez le transport aérien, hein, on crée des routes aériennes pour pouvoir effectivement se rendre d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Donc voilà, ça me fait vraiment penser aux Gémeaux qui relient et qui permet d'aller d'un point A à un point B, et même tout ce qui peut être aussi lié, par exemple, à la radio, le fait d'avoir un émetteur et un récepteur, donc deux pôles un petit peu opposés, mais qui, en fonctionnant ensemble, permettent une complémentarité et permettent aussi que quelque part ça circule, ça fonctionne. Donc tout ça, c'est très relié à la maison 3, très relié aux Gémeaux, qui gouvernent également aussi les relations frères-sœurs, donc la fratrie, et qui montre, selon les planètes que l'on peut avoir dans cette maison 3, si on a plus ou moins de capacité à s'adapter aux autres, à son environnement, à la nouveauté, aux expériences, à la diversité, si on est encore une fois curieux, ouvert, ou peut-être si on est au contraire plus cloisonné ou à se spécialiser dans des domaines donnés. Et on peut être aussi à l'extrême trop ouvert parfois et trop curieux et trop bavard, et donc s'éparpiller aussi facilement. Donc ça, c'est voir selon les combinaisons qui se trouvent en maison 3. Par exemple, pour Pasteur, c'est sûr qu'il avait Mars quand même en maison 3, donc on pouvait dire oui, c'est vraiment quelqu'un de très curieux, très ouvert. Mais il a le Capricorne, donc le Capricorne, c'est aussi le signe qui vraiment le stimule à se canaliser et à atteindre une certaine maîtrise et à persévérer. Donc ça évite l'éparpillement qui pourrait dominer si son Mars en maison 3 avait été dans un autre signe beaucoup moins concret et beaucoup moins perfectionniste aussi que le Capricorne. Donc c'est une énergie de jeunesse, hein, le Gémeaux et la maison 3. Donc quand on a des planètes en maison 3, on peut aussi bien aimer s'amuser, jouer, être en contact avec les enfants. Donc tout ce qui va toucher aussi le champ de l'animation, par exemple, ça peut convenir. Au niveau spirituel, eh bien, c'est la maison qui va gouverner le corps éthérique. Et donc, ça peut être la maison aussi de personnes qui vont travailler sur le corps éthérique, certains énergéticiens, acupuncteurs ou autres. Elle gouverne sur le plan physique la glande du thymus et sur le plan spirituel le chakra du cœur. Et elle nous parle aussi de la relation entre l'âme et la personnalité. C'est-à-dire que c'est toutes les relations avec le Gémeaux, mais au départ, c'est des relations très concrètes, formelles, voilà, sur les plans les plus basiques. Mais ensuite, c'est la relation se fait aussi à l'horizontale, c'est-à-dire entre la personnalité et ce qui est supérieur, l'âme. Et même Pasteur évoquait d'ailleurs cette relation, ce qui est assez, on peut dire, étrange d'un scientifique, mais il reconnaissait le côté divin, Dieu, hein, et parlait de cette relation entre le côté, on va dire, plus concret et un aspect plus lié à Dieu. Donc le côté aussi circulation d'énergie, la capacité à se relier, à se connecter avec les plans supérieurs, la méditation aussi, c'est très très relié aux Gémeaux. Et puis ce qui nous permet aussi de reconnaître nos frères et sœurs d'âme. Avec la maison 3, on peut être en contact aussi comme ça avec des frères et sœurs d'âme, et ce qui évoque aussi un travail de guérison et le travail des messagers, puisque donc les messages là aussi peuvent s'établir entre les plans supérieurs et les plans concrets. Donc voilà pour la maison 3, encore une fois, essayez de voir si dans votre thème de naissance, dans votre révolution solaire, vous avez des planètes, si oui, dans quel signe, dans cette maison 3, et peut-être avec ces éléments-là, essayez de vous faire une petite interprétation de ce que ça peut vouloir indiquer. Nous allons terminer
cette première vidéo avec la maison 4 gouvernée par le Cancer et la Lune. Alors, la maison 4. Donc la maison 4 va nous parler de thématiques qui sont celles de l'habitation, de la maison, du foyer, des origines et de la famille. Donc j'ai pris l'exemple de Genghis Khan qui, outre le fait que j'avais un peu de mal à trouver des personnes vraiment connues ayant des configurations intéressantes en maison 4, importantes, est quand même à la base de l'empire mongol. Or, créer un empire, c'est rassembler, si je puis dire, une famille. Et donc, du fait qu'il avait son soleil en Vierge en maison 4, plus tout un paquet de planètes en Balance en maison 4, a pu faire effectivement de lui quelqu'un qui était poussé à rassembler, à faire coopérer, à réunir. On est sur l'énergie aussi de la Balance. Et c'est également quelqu'un qui a promulgué des lois de protection des femmes, notamment la loi interdisant d'enlever des femmes des tribus autres. Et bon, ben voilà, le côté vierge qui le relie à la femme et à la maison 4, donc le côté peut-être aussi protecteur de la famille et des femmes. Donc la maison 4, sur le plan physique, va gouverner la rate et la peau. Donc si jamais vous avez des soucis de rate ou des soucis de peau, allez voir si vous n'avez pas des blocages en maison 4, hein, des planètes un peu flambantes comme Pluton, ou en tout cas des planètes qui indiquent des blocages. Elles ne sont pas flambantes, elles montrent qu'il y a des blocages, tels que Saturne, Uranus ou Pluton maison 4, voire carrément en Cancer aussi. Et elle va nous parler de l'héritage biologique, l'héritage génétique, tandis que sur le plan personnel, elle va nous parler de notre héritage familial, plutôt sous forme de valeurs, de croyances, l'éducation transmise. C'est la maison aussi des éducateurs, la maison 4. Et donc, elle est très vraiment reliée à cette notion d'éducation. Et d'ailleurs, si on reprend l'exemple de Genghis Khan, il a mis en place beaucoup de lois. Donc, on retrouve la balance combinée avec la maison 4, des lois en faveur de la famille qu'il avait créée au sens de l'empire mongol. Donc c'est vrai qu'il était vu et il était sûrement quelqu'un d'impitoyable, mais il a quand même contribué à rassembler et à promulguer des lois qui sont à la base de la création d'un empire et qui ont marqué aussi pour le coup l'histoire. Et donc la maison 4 est aussi reliée à l'histoire, écrite, l'histoire passée, l'histoire familiale. Et donc, voilà, quand on a des planètes parfois fortes, telles que le Soleil, Mercure ou Vénus en maison 4, on peut avoir un attrait pour l'histoire, tout comme on peut avoir besoin de travailler à éclaircir son histoire familiale. Donc parfois, il peut y avoir un intérêt à revenir sur, en tout cas explorer certains héritages familiaux, parce qu'il y a une richesse dans l'héritage familial, mais il peut y avoir aussi des conditionnements, des traumas ou des valeurs un petit peu dépassées qu'il serait intéressant de revoir. Et donc, quand on a des planètes en maison 4, c'est souvent parce qu'il faut faire un lien entre le passé et ce qui cherche à émerger. Il peut y avoir besoin de tourner une page, de dépasser une certaine histoire pour être aussi plus libre et d'avancer aussi de créer sa propre histoire. Donc la maison 4 va évoquer également le besoin de sécurité affective. Elle évoque les racines, donc elle évoque les parents, la famille, le couple, mais aussi de l'enfant intérieur. Donc parfois, il peut y avoir aussi besoin de prendre soin de son enfant intérieur, ce sont les planètes que l'on a en maison 4, tout comme on peut avoir un attrait pour travailler en contact avec les enfants, les assistantes maternelles ou, comme je disais, les éducateurs peuvent avoir comme ça des planètes et un signe fort en maison 4. Mais sur le plan spirituel, elle va renvoyer cette fois au karma familial, voire au karma de la famille humaine. Et justement, la notion de famille se devient plus large, puisque ce n'est plus que ma famille de naissance ou la famille que j'ai créée, mon couple, mes enfants, etc., ma belle famille. C'est aussi ma relation aux autres êtres humains de manière générale. Et donc, lorsque l'on a des planètes en maison 4 et qu'on est une personne, on va dire, relativement évoluée sur
sur le plan de la conscience, on peut sentir cette impulsion à travailler en faveur de la famille humaine. Tout comme on peut avoir, avec la maison 4 au départ, un intérêt pour œuvrer dans le champ de l'habitation, par exemple, hein, ou de l'habitat. Et puis à un niveau supérieur, ça peut être effectivement d'innover sur le plan sur le plan de l'habitation, d'apporter des améliorations technologiques qui vont permettre peut-être, je sais pas, hein, de dépenser moins d'énergie. C'est un peu un sujet important actuellement, d'être plus respectueux de l'environnement, etc. Dans la maison 4 au départ, on est vraiment sur tourné vers le passé. Et donc, on peut avoir tendance à aimer rénover et prendre soin du passé. Ça va être les personnes qui vont voilà, rénover des vieilles bâtisses, des vieilles maisons, collectionner des objets anciens, retaper des objets anciens, s'assurer que certains objets qui auraient peut-être tendance à disparaître, comme, je sais pas, le tourne-disque, ou même tout simplement au niveau des vêtements, les anciennes tenues, etc. Ces objets auraient tendance à disparaître. Et quand on a des planètes en maison 4, on peut être sensible au fait de préserver l'histoire, préserver le passé. Et c'est ni juste ni faux, hein, simplement voilà, c'est un aspect d'expression de la maison 4. Et quand on est sur un plan spirituel, en fait, on s'appuie sur le passé pour amener de nouvelles possibilités, faire, comme je le disais, avancer l'histoire. Et là, en fait, on a aussi la capacité de dépasser ce qui est mort, mais qui peut être quand même là, toujours présent. Comme je le disais, des valeurs qui sont dépassées, mais qui continuent à nous conditionner, à nous limiter. Et donc, travailler avec la maison 4, ça peut être revoir, alors ça peut être par des approches telles que la psychogénéalogie, les constellations familiales, revoir de vieux schémas familiaux, des conditionnements, encore une fois des valeurs, des croyances, qui ont pu être inculquées, dont on n'a pas vraiment complètement conscience, mais qui conditionnent certains comportements, certains choix, pour devenir plus libre aussi d'être soi-même. Et donc, on peut être dans une énergie aussi de renaissance en travaillant avec la maison 4. Voilà. Et puis après, il peut y avoir, comme je le disais, tout un travail d'éducation au sens supérieur, c'est-à-dire accompagner des personnes à penser, à apprendre à penser par elles-mêmes. La maison au sens spirituel, c'est le corps mental, parce que c'est dans le mental que l'âme habite. Et donc, en fait, c'est pouvoir construire un corps mental qui devienne de plus en plus réceptif pour l'âme, de plus en plus lumineux. C'est le travail de construction de l'antakarana, et ça c'est très relié aussi au cancer, qui effectivement favorise ce travail-là pour peu qu'il ne ressasse pas et ne nourrisse pas de manière excessive le passé, mais qu'il cherche effectivement à percevoir ce qui est de l'ordre des possibilités, des potentialités à venir, des énergies supérieures, et qu'il travaille avec l'intuition aussi, pour justement, encore une fois, élever les capacités vibratoires du mental, et construire une maison qui puisse accueillir l'âme et permettre de la contacter plus facilement. Donc voilà pour la présentation sur les 4 premières maisons en astrologie. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour traiter des 4 maisons suivantes, c'est-à-dire de la maison 5 à la maison 9, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la maison 12, qui fera donc en tout 3 vidéos sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite.